c'est vendredi, c'est la fin de journée, de semaine, de tout ça, donc je vais essayer de poser des jalons un peu simples, et après si je répondrai à vos questions, je pense, parce que je ne sais pas tellement ce qui vous intéresse, parce que le sujet qui m'a été dévolu, on pourra en parler 3 jours, donc là, bon, il va falloir faire un petit tri. Je remercie Marie-Laure, que je ne connaissais pas, qui vient d'intervenir, parce qu'en plus d'être avocat, j'ai un fils de 13 ans et demi, et je suis à 2 secondes de la crise d'angoisse quand waouh, je vois tout ce dont il va falloir encore que je parle avec lui. Merci beaucoup pour ce moment, comme dirait l'autre. Donc, me voilà informée. La question qui nous amène aujourd'hui, c'est la sexualité des mineurs et la sexualité transgressive des mineurs, c'est-à-dire les passages à l'acte transgressif, et qui vont tomber sous le coup de la loi. Alors d'abord, une première chose simple qui ne va pas de soi, c'est qu'on va essayer juste quelques minutes de définir la question des infractions, hein, parce que on entend de tout. Aujourd'hui, tout le monde a été victime de viol. Bon, c'est regrettable, mais au sens de la loi, ça n'est pas exact. Donc on va essayer de définir ensemble, le plus simplement possible, comment ça se passe. Alors, il y a une différence fondamentale. Il y a à la fois l'agression sexuelle qui est un délit et le viol qui est un crime. C'est toute atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise. La différence entre l'agression sexuelle et le viol, c'est la pénétration. Plus c'est intrusif, plus c'est grave. Je ne vous parle pas des conséquences psychiques qui peuvent être terrifiantes, même pour un geste dont certains, pour lesquels certains emploieraient une terminologie regrettable de l'ordre de la caresse. Ce ne sont jamais des caresses, ce sont des atteintes sexuelles ou des agressions sexuelles, même sans brutalité, mais qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Mais la loi fait une différence déjà matériellement entre ces deux grandes catégories d'infractions que sont l'agression sexuelle et le viol par la question de la pénétration. Alors, quand il y a une pénétration, c'est une pénétration par toute voie, y compris, depuis quand même quelques années, le fait d'imposer à un garçon, à un homme, une fellation. C'est-à-dire faire une fellation à un garçon qui n'est pas en état de dire oui ou non, c'est aussi un viol, pourtant il n'est pas pénétré au sens pratique premier du terme, mais la loi a inclus cette pratique-là dans le viol. C'est important parce que peu de gens le savent. Donc la question de la pénétration fait qu'on relève de la catégorie des crimes. Alors le crime, c'est quoi? Le crime, c'est une infraction qui, chez les mineurs, est punie de plus de 10 ans d'emprisonnement. Punie de plus de 10 ans d'emprisonnement, chez les majeurs, de plus de 10 ans d'emprisonnement. Plus de 10 ans d'emprisonnement, le viol simple, alors bon, on est entre professionnels, évidemment il n'y a pas de viol simple au sens moral du terme, on est d'accord, ni au sens des conséquences que ça peut avoir, mais le viol simple, c'est un viol sans circonstances aggravantes et puni de la peine maximum de 15 ans de réclusion, d'accord? Donc 15 ans de réclusion, ça veut dire une peine maximum. Je vous précise que quand les gens vous disent un viol ça vaut 15, c'est pas vrai. Un viol, ça vaut entre 1 an d'emprisonnement avec sursis et 15 ans. Parce que c'est pas parce qu'on vous parle de la peine maximum qui est encourue que c'est la peine qui va tomber systématiquement. Et la question qui doit se poser à tous les juges, c'est pas le caractère automatique, mais c'est le fait qu'une sanction soit évidemment adaptée au-delà du geste qui a été commis, aux circonstances de sa commission, c'est la loi, et également à la personnalité de son auteur. C'est pour ça qu'on a une peine maximum de 15 ans et minimum qui est fixée par la loi et que c'est les juges qui vont devoir, avec un curseur, établir par une petite arithmétique qui n'est pas toujours claire, quelle est la sanction adaptée. Alors, un viol avec circonstances aggravantes, c'est-à-dire un viol par exemple par un ascendant, un viol par une personne abusant de son autorité, par ce genre de circonstances aggravantes, un viol sur mineur quand il s'agit d'un majeur, la peine encourue maximum est portée à 20 ans de réclusion criminelle. Je précise que si on est en état de récidive légale, c'est-à-dire pour avoir été condamné dans les 5 ans ou les 10 ans à venir suivant la catégorie
pour des faits de même nature, la peine encourue est du double. Voilà. Donc là, vous soyez, et ça marche pareil devant le tribunal correctionnel pour les délits. Ce qui veut dire que les peines encourues peuvent être colossales. Colossales, et qu'il y a des enjeux qui sont évidemment extrêmement importants. Alors, comme on est là pour parler des mineurs, une précision, parce que là, pour l'instant, on parle du criminel, les mineurs encourent une peine par principe qui est divisée par deux. Ce qu'on appelle l'excuse de minorité. L'excuse de minorité, ça fait que quand vous encourez 15 ans de réclusion criminelle, eh bien, vous n'allez encourir que 7 ans et demi de prison, d'emprisonnement. Alors ça, l'excuse de minorité, elle sera systématique si le mineur a moins de 16 ans. Et si le mineur a moins de 16 ans, même pour un crime, il sera jugé par le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle. C'est-à-dire composé par des juges des enfants et des professionnels de l'enfance. Pas de jury quand on a moins de 16 ans, pas de cour d'assises quand on a moins de 16 ans, et la peine encourue donc est systématiquement, maximum encourue, divisée par deux au titre de l'excuse de minorité. Là où ça devient plus compliqué, c'est de 16 à 18 ans. Parce que de 16 à 18 ans, on rentre dans cette espèce de frange un peu intermédiaire de l'ado qui a un peu grandi. Et la loi a considéré que donc on devait constituer une cour d'assises des mineurs. Donc effectivement là, les infractions de viol sont jugées par la cour d'assises des mineurs, qui se tient comme toutes les autres cours d'assises, dans laquelle vous avez un magistrat évidemment professionnel classique qui préside, vous avez 2 juges des enfants comme assesseurs et des jurés tirés au sort sur les listes électorales comme pour les majeurs. La seule différence, c'est que le huis clos est systématique. Hein? Le huis clos est systématique. Quand vous avez une victime mineure, le huis clos et un auteur majeur, le huis clos peut être demandé, mais s'il n'est pas demandé, il n'a rien d'obligatoire et il ne va pas nécessairement de soi, parce que vous avez des mineurs qui tiennent, surtout quand les jugements ont lieu longtemps après, à ce que ça se fasse en audience publique, parce qu'il y a un côté d'exemplarité, parfois même un peu d'humiliation publique, hein, mais qui finalement font que c'est l'autre qui est exposé pour une fois, et que c'est aussi parfois une façon de reprendre la main en tant que sujet. Et moi j'accompagne pas mal de victimes qui sont sensibles à cette question-là, et qui ne veulent pas forcément faire ça discrètement, et qui préfèrent, comme disent les jeunes, afficher l'autre et faire en sorte que, voilà, on le voit. Bon, et qui passent pas un moment très confortable. Donc, la cour d'assises des mineurs donc, se déroule à huis clos. Et il faut savoir que là, la question de l'excuse de minorité fait l'objet de plus en plus souvent d'un débat. De plus en plus souvent, c'est-à-dire que jusqu'à il y a quelques années, c'était systématique. L'excuse de minorité était toujours retenue et les peines effectivement prononcées ou en jeu correspondaient vraiment à un maximum divisé par 2. Aujourd'hui, ça n'est plus systématiquement le cas. Voilà, ça n'est plus, il y a des affaires, parce qu'il faut savoir que, vous avez dû en parler avant, j'étais pas là effectivement, mais on a des comportements sexuels de plus en plus transgressifs, de plus en plus violents, et parfois des comportements sexuels transgressifs et violents à répétition. Parce qu'il faut savoir qu'en droit français, que vous ayez commis un viol ou 100 viols, vous encourez la même peine. Quand vous êtes aux États-Unis, quand vous êtes en Espagne, vous pouvez être condamné jusqu'à 600 ans de prison, hein, c'est-à-dire 10 ans par viol, mais chez nous, ce n'est pas le cas. J'ai en mémoire un dossier dans lequel j'ai été partie civile, un dossier tout à fait particulier que vous avez peut-être eu à connaître à la maison d'arrêt pour ceux qui travaillent au CRIAVS, d'un violeur en série qu'on a cherché pendant longtemps à Montpellier, pendant quelques années, on a fait une grosse enquête, plus d'une année, avec des passages à l'acte extrêmement violents. Mais quand je dis extrêmement violent, c'est-à-dire le viol du terrain vague, toujours la même chose, 5 h du matin, des femmes de tous âges, entre 20 et 45 ans, qui marchent dans la rue vers 4 h ou 5 h du matin, donc peuvent apparaître comme des proies un peu faciles, ou qui ont peut-être un peu bu, ou qui rentrent de soirée, ou que sais-je, avec un homme grande taille, solide, qui rôde. Je pense à une femme que j'accompagnais qui a été victime de l'épouvantable viol dans le terrain vague, à coups de pierre,
à coups de menaces, voilà, tout ce qui dure, une très grande violence pendant une bonne heure, avec des mots et des comportements complètement tirés de la caricature du porno brutal. Voilà, t'es une pute, dis-moi que tu te régales, je vais te voir. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez dû en parler depuis ce matin, je pense que ça va. Et d'autres, à peu près le même quartier, l'autre jeune femme que j'accompagnais, étudiante, rentre dans son parking, les parents sont contents, elle a pris sa vie de jeune femme, ils lui ont pris le petit appartement dans la résidence sécurisée, le parking est juste dessous, c'est impeccable. Catastrophe, elle rentre dans son parking, 6 h du matin, il est rentré par le portail, il a un couteau comme ça, il lui met le couteau sous la gorge et il va la violer de plusieurs façons, diverses et variées. Ne pas tellement arriver à avoir une érection satisfaisante, le lui reprocher, enfin voilà. Bref, ça se passe très très mal et ce sont des faits d'une très très grande violence et qui peuvent laisser penser, vu qu'il est armé, vu qu'il est agressif parce qu'il a des érections moyennes, qu'il le reproche aux autres, une dérive vers des violences encore plus importantes. On se dit, on va finir par en retrouver une morte sur le carreau quand même. Bon. On l'a retrouvé. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans, premier préjudice d'ailleurs pour ces femmes qui imaginaient tellement tout puissant, tellement gigantesque que bien sûr elles ne pouvaient pas s'en défendre. Et ça va majorer encore la culpabilité que ressent toute victime d'infraction à caractère sexuel. C'est se dire en plus je suis vraiment tellement nulle parce que j'ai pas su me défendre contre un enfant. Et j'ai confondu un enfant et un homme. Et parce que les deux dont je parle ont en plus été sidérés par tant de violence et au bout d'un moment effectivement non pas. Sachant que dans le lot il y en a 4 ou 5 autres qui effectivement peut-être se sont défendus différemment, ont réagi et ont fait que c'était des tentatives et qu'il n'est pas nécessairement allé jusqu'au bout. Donc 17 ans, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça? La cour d'assises l'a jugé en première instance à Montpellier. Il était là pour 7 faits différents, qui étaient des faits évidemment très graves. Et il encourait, parce qu'il y avait des armes notamment, donc un viol avec arme c'est une circonstance aggravante, il encourait pour l'infraction la plus grave 20 ans de réclusion criminelle. Avec l'excuse de minorité, ça faisait 10 ans, il avait 17 ans. Le débat a été extrêmement lourd autour de ça. Évidemment, on a retrouvé dans l'historique de son moteur de recherche internet, bon, la totale, la totale, tous les mots-clés qui vont bien, rape, voilà, tous les trucs avec des fantasmes de viol, des viols brutaux dans la rue, dans des terrains vagues, avec des scénarios de violence, d'humiliation, de tout ça. Et manifestement, ce garçon reproduisait ça dans la rue, sous un peu de toxique, avec un clivage quand même assez sérieux, là, pour le coup. Moi, c'est à peu près le seul que j'ai vu qui est très 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 inquiétant, parce que très 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 clivé. Et donc, voilà, la nuit, quand il rôdait, il sortait ça. Et il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Oui. Alors là, ça a fait un... Pardon ? 20. À 20 ans de réclusion criminelle, donc son conseil a été très choqué. Il venait de Lyon, le conseil, en considérant que dans le sud on était des barbares. Donc voilà, et qu'ailleurs on n'enlevait pas l'excuse de minorité. Alors là, on était à Montpellier et pour un appel, pour lui faire plaisir, on est allé dans la cour d'assises de Rodez. Donc voilà, où ça s'est aussi très très bien passé, donc, et où l'excuse de minorité a été rejeté cette fois-ci aussi, mais quand même, il n'a été condamné qu'à 19 ans de réclusion criminelle. Voilà. Donc, bon, pour vous donner une idée de le droit, et surtout pas le droit, c'est-à-dire tout le reste, c'est-à-dire que du tordu, puisque on fait que ça, on apprend le droit et après on nage tous dans le tordu, on fait avec. Et les sanctions, c'est aussi le reflet d'une société, c'est aussi le reflet d'un moment, c'est aussi le reflet de ce qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, de combien ça pèse. Le poids de la faute, c'est ce qu'on en dit chacun, et parce que les juges, voilà, donc on sait que les peines ont tendance à augmenter aujourd'hui, surtout en matière d'infraction
graves, hein, comme les crimes de viol. Donc ça, c'est pour le volet criminel devant la cour d'assises. Je vous précise qu'en dessous, devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, il y a une chose qui est claire, c'est qu'en dessous de 13 ans, on ne peut pas être condamné à une peine d'emprisonnement. En dessous de 13 ans, on ne peut pas aller en prison. Voilà. Hein, donc ça, c'est une règle. Et même si j'entendais tout à l'heure que vous disiez qu'un enfant de 6 ans avait été victime, alors je ne sais pas quel âge avait le grand frère ou la grande sœur, enfin l'auteur, bon, mais s'il avait moins de 13 ans, dans tous les cas, il n'encourt pas, et s'il avait moins de 11 ans ou 10 ans, on considère que ça ne relève pas du juridictionnel parce qu'un juge des enfants ne va être compétent pour organiser une audience que pour autant que l'enfant soit en capacité de discernement. Parce que l'audience, elle va s'adresser pas que à la victime ou à celle qui s'en plaint, au plaignant ou à la plaignante, mais à l'auteur, et c'est bien l'auteur qui va devoir comprendre. Et surtout, pour être auteur, il faut avoir conscience de ce qu'on a commis et d'avoir commis quelque chose de transgressif. Alors c'est là où je voulais en venir au début de mon propos, c'est la question de la définition d'une infraction. D'accord ? La définition d'une infraction, c'est avant tout un élément légal, c'est-à-dire on va prendre le viol, d'accord ? C'est prévu par la loi. Vous avez 3 éléments qui déterminent une infraction. Un élément matériel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des faits qui ont été commis et dont on peut rapporter matériellement la preuve qui rentre dans le registre, dans le champ de la loi. Et il y a un 3e élément qu'on oublie souvent, c'est l'élément moral de l'infraction. L'élément moral de l'infraction, c'est-à-dire avoir la conscience et la volonté de commettre une infraction en sachant que ce qu'on est en train de faire est un crime ou un délit. Et c'est bien là où on peut avoir évidemment des difficultés d'appréciation avec des mineurs, et plus ils sont petits, plus c'est compliqué. C'est pour ça que les choses sont plus simples quand les gens sont plus grands, et encore elles ne sont pas toujours simples. D'accord ? Donc c'est des éléments qui peuvent être compliqués à apprécier, mais ça il faut que vous le réalisiez. La conscience et la volonté. Alors je vais vous prendre un cas de figure. Soirée pharma, étudiante, ou droit, hein, ça marche aussi en droit. Soirée droit, vous avez plein de gens, une jeune femme absorbe dans son verre, sans le savoir, du GHB, et va, comme on le sait quand on a vu des dossiers comme ça, pas du tout être raide, voilà, inconsciente, mais au contraire, la dose de GHB qui fait qu'on est plutôt tempérament très olé. Dans le sud, on dit chaude comme une baraque à frites. Voilà, en tout cas, voilà, ça se produit comme ça. Ça lui fait cet effet-là, dame très contente, demoiselle très enthousiaste et qui se dit mais c'est mon soir et je vais avoir des relations sexuelles avec plusieurs personnes, c'est super. Les garçons très intelligents aussi à cet âge-là, on fait un petit concours de ceux qui auront le plus de contacts sexualisés dans la soirée et bon voilà, tout ça s'échange gentiment. Jusqu'à ce que 5 h du matin, la petite jeune fille reprenne conscience avec ses vêtements déchirés, enfin ses soutiens-gorge, machin, et qu'on lui dise, dis donc, grosse soirée, hein. Et là, aucun souvenir, on fait des tests GHB, c'est-à-dire que cette femme n'avait aucune conscience de ce qu'elle était en train de faire, sa volonté lui avait été ravie. C'est ce qu'on appelle, dans la loi, la surprise. Dans contrainte, violence, menace ou surprise, quand vous avez enlevé la capacité de quelqu'un à consentir à un acte sexuel par un produit psychoactif qui détruit son discernement, ça s'appelle la surprise. Je vous précise que la surprise s'applique également pour les enfants de moins de 10 ans. C'est-à-dire qu'en général, quand on va imposer un comportement à caractère sexuel à un mineur de moins de 10 ans, il n'y a pas de question de consentement ou pas de consentement. On considère que cette personne n'a pas le développement psycho-affectif, sexuel nécessaire ou suffisant pour pouvoir consentir à quelque chose dont il ne mesure pas ni le contenu, ni les conséquences, ni les codes. Donc ce sera nécessairement par surprise. Mais il faut toujours qualifier ça. Alors je reviens à mon étudiante qui va déposer plainte pour viol.
Mais la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les 2 ou 3 garçons avec qui elle a eu ce que eux pensaient être une relation sexuelle sont coupables de viol? Ben, la réponse est non. La réponse est non, parce que on a réussi à déterminer pour 2 d'entre eux qui n'avaient aucune connaissance et ni conscience du fait que cette fille avait été droguée et qu'on n'a jamais retrouvé celui qui avait mis le GHB dans son verre. Si on avait retrouvé celui qui avait mis le GHB dans son verre, on aurait pu faire quelque chose, voilà. Mais en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. Donc malheureusement, ce dossier a été classé sans suite. D'accord? Donc la question et alors pour les mineurs, parce que ça vous le verrez si vous travaillez dans le milieu des ados, de l'enfance, systématiquement, c'est la soirée où tout le monde a picolé, on a 15 ans, 16 ans, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que vous devez l'imaginer, mais l'alcool est aussi un produit psychoactif de nature à pouvoir vous ravir votre capacité à consentir clairement à quelque chose. D'où les petites campagnes de sensibilisation où on dit si vous avez un peu bu des coups, si tu la trouves charmante, tu lui donnes une aspirine, ton numéro, et tu la rappelles demain. Vraiment, c'est mieux. Ça c'est bon, parce que j'ai déjà dit à mon fils, même s'il a que 13 ans. Parce que la question c'est ça. Parce que dans ce domaine-là, la question c'est est-ce que celui qui va avoir ce qu'il prend pour une relation sexuelle voilà, classique, avec un accord de volonté, a conscience que l'autre est dans un état qui fait qu'elle ne peut pas ni librement consentir, ni correctement se défendre et s'opposer si elle le souhaitait. La question c'est, est-ce qu'il l'a mesuré, mais c'est aussi est-ce qu'il pouvait le mesurer. Donc la question du degré d'imprégnation alcoolique, on va essayer de se baser sur un peu des éléments objectifs, c'est-à-dire, donc la question, c'est est-ce qu'on peut coucher quand on a trop bu pour faire ça. Voilà. Ça s'applique aux adultes aussi, je vous précise quand même. Voilà. On n'est pas tous concernés qu'à titre professionnel. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une question pas simple. Je vous précise qu'effectivement, s'il est établi qu'objectivement une personne, par exemple, si on a pu faire une prise de sang rapidement et qu'on voit que le matin où elle a déposé plainte, la personne avait encore 2 grammes, quand on reconstitue, qu'on sait qu'on perd 0,1. Eh monsieur, revenez quand vous voulez, c'est super. Bon, on va faire comme ça. Donc, je peux là comme ça? Ah mais c'est moins bien. C'est moins bien? Ça va, ça va. Vas-y, ils ont déjà laissé, c'est bon. Bon, s'il y a 2 grammes, effectivement, on dira que là, ça ne pouvait pas marcher. Si on a des éléments objectifs, c'est-à-dire des témoins qui disent, moi je l'ai vu boire 10 verres. Et qu'elle était vivante mais elle avait vomi, elle n'était pas bien, voilà, on considérera que c'était quelqu'un qui n'était pas en état de consentir, clairement. Et que surtout la personne qui a eu un échange soi-disant sexuel avec elle avait la possibilité de le voir. La question c'est ça, qu'est-ce que celui à qui on reproche les faits avait vu, avait pu voir et ce dont il avait conscience? Est-ce que cette personne a pu légitimement, comme tout le monde pourrait le faire, se dire là elle n'est pas en état mais je vais y aller quand même, c'est-à-dire je vais abuser de la faiblesse et de la fragilité de quelqu'un, ou est-ce qu'il n'a pas pris la mesure parce qu'on est dans la zone où tout le monde a bu 3 verres, on est un peu désinhibé et on sait que chez les ados et les moins ados, parfois boire 2 verres ça désinhibe un peu et ça aide un peu à se déshabiller, et donc la limite entre eux, je me donne un peu voilà, et je suis plus en état de consentir. Voilà. Ça c'est vrai que c'est compliqué, mais on va essayer de se fonder sur des éléments objectifs. Je précise quand même une des particularités de la loi, que autant le fait on va dire une fille et un garçon, même si c'est pas toujours ça, je prends toutes les précautions d'usage, enfin on va faire simple, on va dire comme ça, si la plaignante avait bu de l'alcool, le fait qu'elle soit sous l'emprise de l'alcool, c'est un des éléments constitutifs de l'infraction, parce que c'est par surprise, on l'a vu. C'est vraiment un des éléments matériels de l'infraction, l'alcool. En revanche, si un auteur commet un viol en ayant lui trop bu, c'est une circonstance aggravante qui fait encourir de 15 ans à 20 ans. Alors, il y a une distorsion là.
qui est considérable. Enfin, moi je trouve, hein, alors je sais que c'est pas du tout dans l'air du temps ce que je dis, mais tant pis, je suis comme la dame avant, je suis libre, alors je dis ce que je veux. Et je suis d'accord pour qu'on me dise qu'on n'est pas d'accord avec moi quand on parle, mais là il y a une distorsion qui est majeure. C'est-à-dire qu'on va considérer que vous n'êtes pas en état de consentir à quoi que ce soit et que donc vous êtes forcément une proie, forcément une victime. Et en revanche, quand vous avez trop bu et que vous êtes un auteur, on va considérer que ça renforce encore la gravité, comme si ça renforçait le poids de la faute et la volonté, alors qu'on sait qu'on a quand même un peu moins de volonté, même et qu'on contrôle un peu moins bien ses actes. Après, évidemment que l'alcool est une prise de risque choisie, hein, volontaire, mais pour autant, il me semble que là, enfin voilà, dans les dossiers dans lesquels on plaide, ça pose parfois des difficultés, mais il faut avoir la capacité de les évoquer. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, nous, ce qu'on voit, hein, les praticiens, pour les mineurs, c'est beaucoup ce genre de choses. Aujourd'hui, on voit des comportements sexuels transgressifs avec des trucs, moi, mais alors... où on essaye de trouver des solutions pour avoir une imprégnation alcoolique et surtout un effet défonce rapide. Je ne vous parle pas des tampons imbibés dans l'alcool, un machin qu'on se met un peu partout, parce qu'apparemment quand on se les met ailleurs, ça marche encore mieux. Moi j'ai découvert ça récemment. Il vaut mieux rester insouciant souvent. Voilà. Voilà. Donc il y a beaucoup de situations dans lesquelles des jeunes filles ou des jeunes garçons, hein, vont se mettre en situation de grande vulnérabilité. Et la question, ça va être, est-ce que celui qui va lui adresser du sexuel prend bien la mesure de l'état dans lequel est l'autre? Voilà. Mais ça fait toujours partie d'une discussion systématiquement et d'une enquête qui va permettre de relever des éléments objectifs. Alors c'est simple, quand vous avez la bonne copine qui a trop bu parce qu'elle a bu ses 4 premiers jets de sa vie, qu'elle a vomi, et que vous la mettez sur la banquette, là où il y a les manteaux en général, et où vous avez 3 idiots les uns après les autres qui, alors qu'elle est inconsciente, vont lui ouvrir la bouche et lui fourrer des choses dedans. Enfin, je ne fais pas un dessin. Voilà, ça c'est simple. Elle était évidemment pas en état de consentir parce qu'elle était dans le coma, donc voilà. Enfin, il y en a encore qui doutent, hein, je pense que le coma, ça veut dire c'est ok, c'est libre service. Non, alors ça aussi, il faut le répéter, c'est de la pédagogie, c'est non. Ça, c'est évident. Mais il y a beaucoup d'autres cas où, voilà, très touché au lait, mais un peu d'alcool, non. Je veux dire, si demain on interdit tout, on considère que sont délictuelles ou criminelles toutes les relations sexuelles dans lesquelles il y a un peu d'alcool, mais on fait fermer la France. Là, je veux dire, voilà. Le seuil le taux de reproduction va même baisser. Donc, il faut arriver juste à doser. Voilà, ça, comme disent les ados, il faut doser. Bon. Donc, ça nous laisse quand même des débats en perspective. J'ai pas évoqué la question qui pour moi est essentielle, c'est celle du consentement et de ce qu'est un viol. Parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont vécu une mauvaise expérience sexuelle en disant mais j'étais pas ouvertement, j'ai pas dit oui ouvertement, donc je me sens très mal. Et du coup, je me sens victime de viol. Alors, d'abord, c'est pas du tout la même chose de se sentir très mal et d'être victime de viol. On peut se sentir comme ayant été agressé. On peut se sentir en situation de, comme s'il y avait vraiment, même au niveau psychique, on va trouver des traces d'effraction à caractère sexuel, sans pour autant que ça ne soit nécessairement considéré comme un viol. Je vous précise que le consentement, en droit français, n'est pas ce qu'on imagine sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, j'ai pas dit oui, donc c'est un viol. Je vous l'ai dit au début de mon exposé, le viol, c'est toute pénétration sexuelle par contrainte, violence, menace ou surprise. Si c'est pas de la surprise, on l'a vu. Si c'est pas de la menace, c'est-à-dire si tu fais pas ça, ben, je vais te casser ta tête, ou le directeur du supermarché qui a licencié une dizaine de personnes et qui fait venir une quinzaine de femmes en disant ben, celle voilà, qui ne s'exécutera pas sera licenciée, c'est de la menace, c'est simple. La contrainte, on sait que c'est la question de la contrainte morale essentiellement, qui peut être liée à un écart d'âge, à une situation d'autorité, à tout un tas de choses aussi qu'il va falloir arriver à définir, mais on sait ce que c'est. Et la violence, bon, mais ça on l'a compris, hein, c'est-à-dire le fait de contraindre physiquement quelqu'un, hein, et de l'obliger par la force
à quelque chose auquel il s'est opposé. Ça, c'est un viol. Mais si quelqu'un vous adresse un comportement à caractère sexuel ou adresse à quelqu'un d'autre un comportement à caractère sexuel et que cette personne ne dit pas explicitement oui, non, je veux dire non. Parce que le viol, c'est passer outre un refus. C'est avoir entendu un non qui s'est exprimé d'une façon ou d'une autre, l'avoir réalisé et avoir imposé la relation sexuelle par contrainte, violence, menace ou surprise. Donc si vous ne dites pas oui, si la personne ne dit pas oui, mais si elle ne dit pas non, et qu'elle ne s'oppose pas d'une façon ou d'une autre, de sorte que l'autre ne le lui impose pas, ça ne constitue pas un viol. La personne qui va se livrer en se laissant faire, hein, c'est comme ça que je ne dis pas que c'est ça psychiquement, mais voilà, la question de la sidération par exemple. On sait que vous avez des gens qui sont très fragilisés parce qu'ils ont déjà été victimes d'agressions sexuelles ou de viols, notamment dans l'enfance. On sait qu'il suffit que quelqu'un dise oh, « mais moi je veux » et que parfois même s'ils ne veulent pas, il y a un moment où rien que le ressenti, rien que la reviviscence justement de la situation et des émotions associées à la situation de l'enfance fait qu'on ne sait pas dire non, qu'on n'arrive pas à dire quoi que ce soit. Et que même si on n'est pas très collaboratif, on laisse faire, évidemment que le lendemain ou tout de suite après, même pendant des années, il y aura des signes d'une agression sexuelle et d'un traumatisme et d'une effraction. Pour autant, ça ne constitue pas un viol. Et d'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de ce livre merveilleux qui est Le consentement de Vanessa Springora, qui est terrible parce que aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est assez simple, quand on a moins de 15 ans et qu'on est adulte, c'est toujours un viol. Voilà, hein, depuis 2021, on a réglé ce problème. Le consentement de Vanessa Springora, ça n'existerait pas. On ne peut pas consentir à 14 ans à avoir des relations sexuelles avec un adulte. Ça, c'est fini. Voilà. C'est réglé, c'est terminé, c'est non, même sans contrainte, violence, menace, surprise, même si la jeune fille de 13 ou 14 ans vient faire un défilé en disant « moi je veux, moi je veux, moi je veux », ben non, voilà, c'est comme ça, c'est pour faire peur aux adultes, pour qu'ils disent ben « non, moi je veux pas trop, on attend que tu aies grandi s'il faut, mais je le fais pas ». Mais à l'époque, c'était pas le cas, et effectivement, ce livre est extraordinaire sur la question du consentement, parce qu'elle a l'impression d'avoir consenti, mais on est vraiment à la limite de la surprise parce qu'elle a consenti à quelque chose qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne comprenait pas et dont elle ne mesurait pas l'impact. Et qui a été pour elle absolument dévastateur. Pour autant, ça ne constituait pas au moment des faits un viol. Et je vous rappelle que même si aujourd'hui en matière d'agression sexuelle sur mineurs, on a des règles de prescription hors du commun. C'est-à-dire que quand un mineur est victime d'un viol, il peut déposer plainte 30 ans après sa majorité. 30 ans. D'accord? Quand un mineur est victime d'une agression sexuelle, c'est-à-dire d'un délit, il peut déposer plainte 20 ans après sa majorité. Donc c'est colossal. Mais la règle applicable sera celle qui était applicable au jour des faits. C'est-à-dire que Vanessa Springora ne pourrait pas aujourd'hui déposer plainte pour des faits, parce qu'au moment où les faits commis par Matzneff ont lieu, la loi ne prévoyait pas que le consentement était impossible pour un mineur de moins de 15 ans. En plus, il y a la prescription glissante. Alors, j'ai jamais pratiqué encore la question de la prescription glissante, mais ça permet de faire encore plus reculer la période pendant laquelle on va pouvoir poursuivre des faits. C'est-à-dire quand il y a toute une série de faits, on remonte au fait initial. Le problème dans tous ces dossiers, c'est toujours la question de la preuve. Alors, je vous le dis parce que moi, je fais des audits comme ça toutes les semaines. Avant de dire à quelqu'un, allez déposer plainte, c'est une bonne idée. Faites en sorte qu'il soit accompagné. Parce que aller déposer plainte pour une infraction à caractère sexuel quand on était mineur, c'est une bonne chose à condition qu'on sache à quoi s'attendre. Parce que c'est souvent une parole qui a mûri pendant 20 ans, qui est d'un coup considérable. Que les mots a réussi à s'arracher du corps en emportant avec eux les douleurs, le fait de les dire, tout ça, c'est déjà considérable. Et en plus, quand on vous dit allez les déposer, et déposez là cette plainte symboliquement auprès de ceux qui représentent le faire, la loi, l'autorité, le système judiciaire, on a l'impression qu'en allant déposer ce qui fait 100 tonnes devant l'autorité judiciaire, évidemment, c'est la reviviscence de ce que j'aurais dû faire quand j'étais petit, je vais dire à l'adulte et ça va bien se passer, ben ça peut vous faire le double effet qui se coule parce que l'institution judiciaire, si elle n'a pas de preuves,
de ce que vous venez déposer et qui fait 100 tonnes, elle n'en fera rien. Voilà. Parce que la question centrale, c'est qu'on est dans un état de droit et que le meilleur système, même s'il n'est pas parfait, qu'on ait trouvé, c'est celui dans lequel on ne condamne pas quelqu'un contre lequel on n'a pas rapporté la preuve des faits pour lesquels il est poursuivi. Ça nous protège tous. Et moi, je vis ça très sereinement quand je regarde les dossiers. Et je peux dire aussi bien à un auteur présumé qu'à une plaignante ou à un plaignant, en disant voilà, mais c'est pas contre vous que ce système a été fait. Mais par contre, si on n'a pas de témoins, si on n'a pas évidemment d'ADN, si on n'a pas de souvenirs, si on n'a pas de preuves, si on n'a pas le journal intime, si on n'a pas la meilleure copine à qui on en a parlé, si on me dit à la Salmona c'est un souvenir traumatique qui était enfoui et qui vient 30 ans après, super. Mais au niveau de la preuve, c'est compliqué quand même ça. Hein. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais parlé, on s'en souvient tout d'un coup, enfin tout d'un coup, pas tout d'un coup, mais 30 ans après, ça judiciairement c'est inaudible. Voilà, inaudible. Par contre, si vous dites aux gens, écoutez, vous allez aller, si vous voulez aller déposer cette plainte, faites-le. Parce que quand on est adulte, on a parfois besoin de prendre la petite fille ou le petit garçon par la main en disant maintenant que je suis adulte, je vais faire pour toi ce que je n'ai pas réussi à demander aux adultes qui avaient autour de moi. Et parfois, c'est juste une histoire entre soi et soi. Mais quand on sait que c'est une histoire entre soi et soi, mais qui doit se jouer avec un tiers, comme souvent, eh bien, on sait qu'on va déposer cette plainte, qu'on va au moins mettre ça sur un papier, qu'au sens premier du terme, on l'a exprimé et qu'en plus on l'a déposé ailleurs, que peut-être ils n'en feront pas grand-chose, ou qu'ils ne pourront pas en faire quelque chose, mais c'était en tout cas la meilleure chose que l'adulte pouvait faire pour l'enfant qui a été blessé. Et c'est pas parce que judiciairement ça ne peut pas être établi que pour autant ça n'a pas besoin d'être révélé. Parce que l'établissement de quelque chose et la révélation, ce sont deux choses différentes. Et je pense vraiment que c'est la raison pour laquelle il faut que nous, avocats, parce que c'est notre job, hein, quand on reçoit des gens, on arrive à les accompagner là-dedans, et que vous tous, parce que vous en voyez plein des mineurs qui vous disent, ou des majeurs, qui disent je souffre de ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'en fais. Il faut en parler avant pour être très au clair, parce que sinon, vous avez des gens qui vont avoir des attentes vaines. Et on sait qu'il n'y a pas pire que les espérances vaines, parce que l'espoir est vertu d'esclave, et que si jamais vous allez déposer quelque chose à cet endroit-là qui n'est pas en capacité de vous donner, ça va majorer encore tous les symptômes des atteintes sexuelles majeures, c'est-à-dire la dévalorisation de soi, l'idée que l'autre est tout-puissant, l'idée qu'on est incapable de quoi que ce soit, qu'on est toujours le jouet des événements, des choses et même de l'institution judiciaire. Donc parfois, ça va renforcer parce que ça vient faire écho au trauma premier. Et parfois, même quand ça marche, ça met 10 ans. Voilà. Ça met 10 ans parce que, je m'arrête, je te jure, je te vois là, ça vient rester point. Je m'arrête, mais je finis là-dessus, je sais plus où, mais ça va perturber. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais, non, ça met 10 ans. Alors, il faut mesurer que ça peut mettre 10 ans aussi. Parce que souvent, quand vous venez vous plaindre d'une infraction qui a eu lieu il y a 15 ans ou 20 ans, même si on met la personne qui est mise en cause en examen, ce qui peut arriver, elle ne va pas être passée en détention provisoire. Or, en France, bon, vous avez vu le judiciaire, l'hôpital, enfin c'est la misère partout. Hein. Donc voilà, on n'a pas assez de juges et on a des délais pour les gens qui sont détenus qui sont contraints. Ce qui veut dire que dans les cabinets d'instruction à Montpellier, où il y a 9 juges d'instruction, en moyenne 140 dossiers par juge d'instruction, le temps d'un juge d'instruction est déjà complètement absorbé par tous les dossiers criminels dans lesquels il y a des détenus. Donc quand en plus ils doivent gérer des dossiers criminels dans lesquels il n'y a pas de détenus, ben, ça peut durer 10 ans. Moi j'ai des dossiers de mineurs, hein, voilà, de la petite jeune fille de 16 ans au camping, je sais pas où, qui pour la première fois, deux gars la font boire, et nous explique après, alors qu'ils la tenaient tous les deux, qu'elle n'arrivait plus à marcher et qu'elle avait perdu toutes les voyelles quand elle parlait, que bah, ça a été une nuit d'amour merveilleuse parce que depuis ils sont devenus footballeurs et qu'ils gagnent des sous, et que quand même elle devrait être contente, alors que évidemment c'est un viol. Cette fille, elle a 26 ans aujourd'hui, il ne s'est toujours rien passé parce que ce sont des mineurs qui sont en liberté et que la cour d'assises est déjà complètement saturée. Voilà. C'est un peu désespérant comme constat, mais pour autant, même si elle tourne très doucement, elle tourne, cette roue, mais il faut juste être au clair avec ce qu'on peut en attendre, ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous et ce qui ne se fait pas contre nous, mais avec lequel il va falloir composé. Bon, enfin, vous l'avez compris, déjà pour les adultes, c'est pas simple, pour les mineurs, encore moins. Mais voilà, le droit et le tordu sont passionnants à conjuguer tous les jours et peut-être que je reviendrai finalement, même si j'étais angoissée au début.